Il y a des passés qui ne passent pas. Ce sont des passés qui reviennent dans les discours politiques, dans les familles, dans les commémorations, dans les relations entre États, dans les débats scolaires, dans les procès, dans les livres, dans les films, dans les noms de rues, dans les archives qu'on ouvre ou qu'on refuse d'ouvrir. Ce sont des passés qui ne restent pas derrière nous parce qu'ils continuent d'agir dans le présent. La guerre d'Algérie en est un exemple évident. Le génocide des Tutsis au Rwanda aussi. Les crimes commis en ex-Yougoslavie également. Et bien sûr, la Shoah et le génocide des Tziganes occupent une place centrale dans la manière dont les sociétés européennes pensent aujourd'hui les rapports entre histoire, mémoire et justice. La question de cet épisode est simple à formuler, mais difficile à résoudre. Peut-on réconcilier les peuples avec le passé? On pourrait avoir envie de répondre oui. Après tout, l'histoire sert à comprendre. La justice sert à juger. La mémoire sert à transmettre. Si les faits sont établis, si les responsables sont condamnés, si les victimes sont reconnues, alors on pourrait imaginer que les sociétés finissent par s'apaiser. Mais cette réponse est trop simple. On pourrait aussi répondre non. Certains crimes sont trop graves, certains traumatismes sont trop profonds, certaines mémoires sont trop opposées, certains États utilisent trop le passé pour construire leur légitimité politique. Certaines blessures se transmettent d'une génération à l'autre, même chez ceux qui n'ont pas directement vécu les événements. Mais cette réponse-là aussi est trop simple. En réalité, l'histoire, la justice et la mémoire ne réconcilient pas automatiquement. Elles ne produisent pas une paix miraculeuse. Elles ne font pas disparaître la douleur. Elles ne suppriment pas les désaccords. En revanche, elles peuvent créer les conditions d'un rapport plus lucide au passé. Elles peuvent empêcher le silence. Elles peuvent limiter le mensonge. Elles peuvent reconnaître des victimes. Elles peuvent individualiser des responsabilités. Elles peuvent ouvrir des archives. Elles peuvent donner des mots à ce qui était nié. C'est déjà immense. Pour comprendre cela, il faut commencer par distinguer les trois termes: histoire, mémoire, justice. La mémoire, d'abord, est un rapport vivant au passé. Elle est portée par des individus, des familles, des groupes, des associations, des États. Elle est affective, subjective, parfois douloureuse. Elle peut être fidèle, mais elle peut aussi être sélective. Elle retient certains événements, en oublie d'autres, les transforme, les transmet, les sacralise parfois. La mémoire d'un ancien appelé de la guerre d'Algérie n'est pas la même que celle d'un ancien militant indépendantiste algérien, d'un harki, d'un pied noir, d'un descendant d'immigrés algériens, d'une famille de disparus ou d'un responsable politique qui cherche à construire un récit national. Toutes ces mémoires peuvent être sincères, mais elles ne disent pas la même chose. Elles n'ont pas la même place. Elles ne disposent pas des mêmes moyens de se faire entendre. L'histoire, elle, n'est pas une mémoire parmi d'autres. L'histoire est une démarche de connaissance. Elle cherche à établir les faits, à les contextualiser, à les expliquer. Elle travaille avec des sources, des archives, des témoignages, des traces matérielles, des images, des procès-verbaux, des correspondances, des statistiques, des récits. Elle confronte les points de vue, elle vérifie, elle doute, elle corrige. Elle accepte d'être révisée quand de nouvelles sources apparaissent. Cela ne veut pas dire que l'historien est totalement extérieur au monde dans lequel il vit. L'historien a une époque, une sensibilité, parfois des questions héritées du présent. Mais sa méthode l'oblige à ne pas confondre témoignages, épreuves, émotions et explications, souvenirs et vérité historique. La justice, enfin, a une autre fonction. Elle ne cherche pas seulement à comprendre, elle doit qualifier des faits, établir des responsabilités, respecter une procédure, juger des accusés, éventuellement condamner. La justice ne juge pas un peuple. Elle ne juge pas une mémoire. Elle juge des personnes, des actes, des responsabilités précises. Et c'est là qu'elle peut jouer un rôle essentiel après les crimes de masse. Elle évite, au moins en principe, que la culpabilité soit étendue à un groupe entier. Elle dit « tel individu a ordonné, tel individu a exécuté, tel individu a participé, tel individu a incité, tel individu avait le pouvoir d'empêcher et ne l'a pas fait ». Elle transforme la vengeance possible en jugement. Elle transforme le cri en dossier. Elle transforme la violence en responsabilité. Mais ce passage par le droit est aussi limité. Un tribunal ne peut pas tout dire. Il ne juge que les faits dont il est saisi. Il dépend de preuves disponibles. Il obéit à des règles. Il peut condamner un coupable, mais il ne répare pas une société entière. Il peut établir une vérité judiciaire, mais cette vérité peut être contestée dans les mémoires collectives. C'est pourquoi la réconciliation, si elle existe, ne peut jamais venir d'un seul outil, ni de la mémoire seule, ni de l'histoire seule, ni de la justice seule. La mémoire seule peut enfermer dans la douleur ou dans la concurrence des victimes. L'histoire seule peut paraître froide, trop distante, incapable de répondre à la demande de reconnaissance. La justice seule peut être tardive, partielle, impuissante à guérir les traumatismes. Mais quand les trois dialoguent, quelque chose devient possible.
Prenons la guerre d'Algérie. Entre 1954 et 1962, la guerre oppose la France au FLN indépendantiste algérien, mais elle ne se réduit pas à un affrontement simple entre deux camps. C'est une guerre de décolonisation, une guerre franco-algérienne, mais aussi une guerre algéro-algérienne, avec les violences entre indépendantistes et opposants, et une guerre franco-française, parce qu'elle divise profondément la société française, provoque la crise de la 4e République, accompagne le retour du général de Gaulle au pouvoir et suscite l'action de l'OAS à la fin du conflit. Après 1962, les mémoires sont éclatées. En Algérie, la mémoire officielle insiste longtemps sur la victoire du peuple algérien et sur le rôle du FLN dans la libération nationale. Cette mémoire est fondatrice pour l'État algérien indépendant. Elle donne une légitimité au pouvoir, mais elle peut aussi simplifier le passé, effacer certaines divisions internes, marginaliser d'autres acteurs, réduire la complexité de la guerre. En France, le silence domine longtemps. On parle des événements d'Algérie plutôt que de guerre. Les lois d'amnistie contribuent à refermer juridiquement le conflit. Les appelés rentrent souvent sans raconter. Les pieds noirs portent la mémoire de l'exil et de la perte de l'Algérie française. Les harkis portent la mémoire de l'abandon. Des massacres pour certains restés en Algérie, puis des conditions d'accueil indignes pour beaucoup de ceux arrivés en France. Les familles algériennes immigrées portent aussi des mémoires de la colonisation, de la répression, du racisme, de la guerre, et parfois du 17 octobre 1961. Dans un tel contexte, parler de réconciliation est délicat. Réconcilier qui avec qui? Les États, les peuples, les familles, les anciens combattants, les descendants, les mémoires elles-mêmes? L'histoire ne peut pas forcer ces mémoires à se fondre en un récit unique. Elle peut en revanche les mettre en relation avec les faits. Elle peut montrer la pluralité des expériences. Elle peut établir les violences coloniales, la torture, les attentats, la répression, les fractures internes. Elle peut expliquer pourquoi chaque groupe se souvient différemment. Elle peut montrer que les mémoires ne sont pas seulement des souvenirs privés, mais aussi des constructions sociales et politiques. La justice, dans le cas de la guerre d'Algérie, joue un rôle plus limité que dans les génocides jugés par des tribunaux internationaux. Les amnisties ont refermé beaucoup de possibilités judiciaires. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucun travail de reconnaissance. Il existe des gestes politiques, des lois, des commémorations, des ouvertures d'archives, des rapports. La reconnaissance de la mort de Maurice Audin est un exemple important. Maurice Audin, jeune mathématicien engagé pour l'indépendance algérienne, disparaît en 1957 après son arrestation par l'armée française. Pendant des décennies, sa mort reste un point de tension, porté par sa famille, par des militants, par des historiens. En 2018, le président français reconnaît que Maurice Audin a été torturé puis exécuté, ou torturé à mort par des militaires, et que sa mort a été rendue possible par un système légalement institué d'arrestation et de détention. Ce geste ne ressuscite pas Maurice Audin. Il ne répare pas toutes les violences de la guerre, mais il fait entrer dans la parole officielle ce que le travail historique avait établi. Le 17 octobre 1961 est un autre exemple. Ce soir-là, à Paris, des Algériens manifestent contre un couvre-feu discriminatoire imposé aux seuls Algériens. La répression policière est brutale, sanglante. Des milliers de personnes sont arrêtées, plusieurs dizaines sont tuées, des corps sont jetés dans la Seine. Pendant longtemps, l'événement est occulté ou minimisé. En 2021, lors de la commémoration des 60 ans, l'Élysée reconnaît la brutalité de la répression et rend hommage aux victimes. Là encore, le geste mémoriel arrive après un long travail d'historiens, de militants, de familles, de journalistes. Le rapport Stora, remis en 2021, s'inscrit dans cette logique. Il ne prétend pas écrire une histoire définitive de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Il cherche plutôt à dresser un état des lieux des mémoires et à proposer des gestes d'apaisement. Travail sur les archives, reconnaissance de parcours, commémoration, transmission aux jeunes générations, prise en compte de la pluralité des mémoires. L'objectif n'est pas d'imposer une mémoire commune, mais d'éviter que les mémoires restent enfermées dans la concurrence et la méfiance. La loi de 2022 sur les harkis, qui met en place un dispositif de reconnaissance et de réparation pour certaines familles ayant subi des conditions d'accueil indignes, montre aussi que la mémoire peut déboucher sur une réparation matérielle et symbolique. Mais elle montre en même temps les limites de la réparation. Qui est reconnu, qui ne l'est pas, quels préjudices sont indemnisés, quels récits restent encore marginalisés. La guerre d'Algérie montre donc une idée essentielle. L'apaisement mémoriel est possible, mais il est lent, conflictuel, incomplet. Il suppose des archives, des travaux historiques, des gestes politiques, des paroles officielles,
mais aussi une capacité à accepter que plusieurs groupes n'aient pas vécu le même événement de la même manière. Passons maintenant au Rwanda. Le génocide des Tutsis en 1994 pose la question de la réconciliation dans des termes encore plus vertigineux. En environ 100 jours, des centaines de milliers de Tutsis sont assassinés, ainsi que des Hutus modérés opposés à l'idéologie génocidaire. Les violences se déroulent souvent à proximité immédiate, voisins contre voisins, autorités locales impliquées, milices, administration, radio, famille, lieux de culte, écoles. Après le génocide, il faut reconstruire un pays où survivants et anciens tueurs peuvent vivre dans les mêmes communes. Il faut juger un nombre immense de suspects, il faut identifier des corps, il faut recueillir des témoignages. Il faut aussi construire un récit national dans un État profondément marqué par la volonté d'empêcher le retour de l'idéologie génocidaire. La justice se déploie à plusieurs échelles. Le tribunal pénal international pour le Rwanda juge les principaux responsables. Il établit des faits, qualifie juridiquement le génocide, produit des archives, condamne des responsables politiques, militaires ou médiatiques. Mais il est loin du Rwanda, à Arusha, en Tanzanie. Il est lent, coûteux, peu accessible à beaucoup de survivants. Les tribunaux Gakaka, eux, répondent à une autre logique. Ils visent à rendre une justice locale, massive, plus proche des communautés. Ils permettent à de nombreux accusés d'avouer, à des survivants de témoigner, à des familles de savoir parfois où leurs proches ont été tués ou enterrés. Ils participent à une forme de vérité sociale. Mais ils ne sont pas exempts de critiques, pression locale, risque de faux témoignages, traumatisme réactivé, inégalité dans les crimes jugés, instrumentalisation possible. Le Rwanda montre donc que la justice peut contribuer à reconstruire, mais qu'elle ne se confond pas avec la réconciliation. Le fait de juger ne suffit pas à produire la confiance. La parole judiciaire peut aider, mais elle peut aussi rouvrir des blessures. Le témoignage peut libérer, mais il peut aussi exposer à la douleur. L'aveu peut être un pas vers la vérité, mais il peut être incomplet, stratégique, parfois perçu comme insuffisant par les survivants. À cela s'ajoute une autre dimension, le rôle des États extérieurs et de leur propre mémoire. En France, le rapport Duclerc, remis en 2021, examine le rôle et l'engagement de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, à partir d'un travail sur les archives françaises. Il conclut à des responsabilités lourdes et accablantes de la France, tout en ne retenant pas la complicité de génocide. Ce type de rapport montre que l'histoire peut aussi servir à interroger la responsabilité d'un État qui n'a pas été le principal auteur du crime, mais qui a été impliqué dans le contexte politique, militaire et diplomatique précédant le génocide. Ici encore, le but n'est pas de fabriquer une réconciliation rapide. Le but est d'ouvrir les archives, de produire une connaissance, de reconnaître des aveuglements, des erreurs, des responsabilités. La recherche historique devient alors un outil de clarification politique et mémorielle. L'ex-Yougoslavie offre un troisième exemple. Les guerres des années 1990, notamment en Bosnie-Herzégovine, ont été marquées par des crimes de masse, des déplacements forcés, des viols, des camps, des massacres, et par le génocide de Srebrenica en juillet 1995. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé en 1993, a jugé des responsables politiques et militaires. Il a établi des faits, produit une jurisprudence, condamné des dirigeants comme Radovan Karadzic et Ratko Mladic, et confirmé la qualification de génocide pour Srebrenica. Mais là encore, la justice n'a pas suffi à réconcilier les mémoires. Les décisions du TPI-STI établissent des responsabilités judiciaires. Elles ne garantissent pas que toutes les sociétés concernées acceptent le même récit. Le déni ou la minimisation du génocide de Srebrenica existe encore dans certains discours politiques. Pour certaines familles faites de victimes, la condamnation des responsables est essentielle, mais elle n'efface ni l'absence des morts, ni les difficultés du retour, ni la douleur de voir les crimes relativisés. Cet exemple est fondamental. Une vérité judiciaire peut être solide sans être socialement acceptée par tous. La justice peut dire le droit. Elle ne contrôle pas entièrement la mémoire. Et puis, il y a la Shoah et le génocide des Tziganes. Là, la question de la réconciliation se pose autrement. Après 1945, les procès de Nuremberg inventent une manière nouvelle de juger des crimes d'une ampleur inédite, notamment à travers la notion de crime contre l'humanité. La Convention de 1948 définit juridiquement le génocide. Le procès Eichmann, en 1961 à Jérusalem, donne une place majeure au témoignage des survivants et transforme profondément la mémoire publique de la Shoah. Mais la transmission est longue. La mémoire de la Shoah ne se construit pas immédiatement dans sa forme actuelle. Elle passe par des procès, des témoignages, des livres, des films, des musées,
des mémoriaux, des travaux d'historiens, des politiques éducatives. Elle passe aussi par la lutte contre le négationnisme. En France, la loi Guesso de 1990 pénalise la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité tels que définis par le tribunal de Nuremberg. Le génocide des Tziganes, lui, a longtemps été moins reconnu, moins transmis, moins intégré aux mémoires nationales européennes. C'est un exemple précieux pour comprendre que toutes les victimes n'accèdent pas au même rythme à la reconnaissance publique. La mémoire n'est pas seulement une affaire de vérité, c'est aussi une affaire de visibilité, de rapport de force, de mobilisation associative, de place dans les programmes scolaires, de présence dans les lieux de mémoire. Que nous disent tous ces exemples? Ils nous disent que réconcilier les peuples avec le passé ne signifie pas produire un oubli commun. Ce serait même dangereux. L'oubli peut ressembler à la paix, mais il peut être une paix de surface. Il peut protéger les anciens responsables, il peut abandonner les victimes, il peut laisser les mensonges s'installer. Réconcilier ne signifie pas non plus imposer une mémoire unique. Une mémoire officielle qui écrase toutes les autres n'est pas une réconciliation. C'est souvent une domination symbolique. Réconcilier, si l'on tient à employer ce mot, signifie plutôt construire un espace dans lequel les faits sont reconnus. Les victimes ne sont pas niées, les responsabilités ne sont pas diluées, les archives sont accessibles, les historiens peuvent travailler librement, les mémoires peuvent s'exprimer sans empêcher la recherche de vérité. C'est pourquoi certains historiens préfèrent parler d'apaisement plutôt que de réconciliation. L'apaisement est plus modeste. Il ne promet pas que tout le monde ressentira la même chose. Il ne prétend pas effacer les conflits de mémoire, il vise plutôt à rendre possible un débat plus informé, moins manipulé, moins violent. Pour le bac, c'est cette nuance qu'il faut savoir formuler. Si un sujet demande « l'histoire permet-elle de réconcilier les mémoires ?», il ne faut pas répondre oui de manière naïve. L'histoire peut éclairer, contextualiser, critiquer, comparer, établir des faits. Elle peut empêcher certaines falsifications. Mais elle ne supprime pas la douleur des mémoires. Elle ne peut pas forcer les groupes à ressentir la même chose. Si un sujet demande « la justice permet-elle de reconstruire les sociétés après les crimes de masse ?», il faut répondre que la justice est nécessaire, parce qu'elle reconnaît les crimes, individualise les responsabilités, produit des archives, donne une place aux victimes. Mais elle est insuffisante, parce qu'elle peut être lente, partielle, contestée, et parce qu'une société ne se reconstruit pas uniquement dans une salle d'audience. Si un sujet demande « peut-on réconcilier histoire et mémoire ?», il faut montrer que l'histoire et la mémoire ne sont pas ennemies, mais qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon. La mémoire alerte, transmet, demande reconnaissance. L'histoire vérifie, explique, met à distance. Elles peuvent se compléter, à condition que la mémoire ne dicte pas ses conclusions à l'historien et que l'histoire ne méprise pas la souffrance des mémoires. Au fond, il faut retenir une idée centrale. Le passé ne se répare jamais totalement. On ne rend pas les morts. On ne rend pas les enfances volées. On ne reconstitue pas les familles exterminées. On n'efface pas la torture, l'exil, l'humiliation, l'abandon, la peur, mais on peut empêcher la seconde violence, celle du silence, du déni, du mensonge, de l'effacement. C'est cela que l'histoire, la justice et la mémoire peuvent en faire ensemble. Elles ne guérissent pas tout, mais elles empêchent que les crimes soient ensevelis. Elles permettent aux victimes d'être reconnues comme victimes. Elles permettent aux sociétés de regarder ce qui a été commis, en leur nom, sur leur territoire, par leurs dirigeants, leurs armées, leurs voisins, ou avec leur silence. Et c'est peut-être cela, la forme la plus réaliste de la réconciliation avec le passé, non pas être enfin en paix avec lui, mais cesser de le falsifier. Retenir que le passé a eu lieu, retenir que tous les récits ne se valent pas, retenir que les mémoires peuvent être respectées sans remplacer l'histoire, retenir que la justice peut condamner sans tout réparer, retenir que la transmission est un travail, pas une formule. Pour conclure, garde cette phrase. On ne réconcilie pas les peuples avec le passé en leur demandant d'oublier, on les aide à vivre avec ce passé en le nommant, en l'étudiant, en le jugeant quand c'est possible, et en le transmettant sans le déformer. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.